Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'on nous ment encore sur la guerre en Ukraine. Et moi, je commence à me demander si tous ces mensonges ne sont pas orchestrés par des groupes comme la CIA pour nous entraîner un peu plus vers la guerre. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la remarque que Laurent a fait dans les commentaires. Laurent Houtan me parlait des animaux, il est gardien de zoo, et il me disait qu'il était fasciné par toutes les capacités extraordinaires qu'avaient ces animaux. Pas moi, Laurent. En fait, si tu regardes bien, l'homme est capable aussi de grandes choses. Tiens, par exemple, un chameau, il est capable de marcher pendant 3 jours sans boire. Eh bien, moi, je suis capable de boire 3 jours sans marcher. Vous-même, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que j'ai lu dans les journaux et j'ai vu à la télé qu'il y avait un très grand nombre d'Ukrainiens qui étaient déplacés d'Ukraine vers la Russie. Et le gouvernement ukrainien a parlé de 1,1 million d'Ukrainiens, dont 200 000 enfants, qui étaient déportés en Russie. Et le mot déporté, il n'est pas anodin, il est mis en avant parce que ça rappelle à tout le monde ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur qu'ont vécu les Juifs pendant cette période. Et donc, le gouvernement ukrainien parle de déportation. Et immédiatement derrière, le Pentagone, la CIA notamment, parle de population ukrainienne qui est envoyée contre sa volonté en Russie. Et c'est pour ça que je vous parlais dans l'introduction de la CIA. En fait, on voit bien que le gouvernement ukrainien et le Pentagone, la CIA, bref, le gouvernement américain, veulent parler de déportation de la population ukrainienne vers la Russie. Et la Russie, de son côté, se défend. Elle dit qu'effectivement, il y a des camps en Russie, mais que c'est une population volontaire qui, au lieu d'être sous les bombes pendant la guerre, préfère partir en Russie. Et que la Russie fait une œuvre quasi humanitaire en amenant cette population de l'Ukraine vers la Russie. Évidemment, les deux se fichent de nous. Mais du coup, moi, j'ai appelé un de mes amis, Paul, qui a de la famille en Ukraine. Et je lui ai demandé ce qu'il en était. Et donc, Paul Ichinen m'a parlé un petit peu de cette déportation qui a lieu. Paul Ichinen m'a d'abord dit que ces camps existaient bien. En fait, ce sont des anciens hôtels, des anciennes colonies de vacances ou des sanatoriums qui sont transformés pour accueillir des personnes dans des situations d'urgence. Des situations d'urgence qui peuvent être des guerres ou qui peuvent être des catastrophes naturelles. Et il y en a à peu près, selon lui, une soixantaine, un peu partout en Russie. Certains sont proches de la frontière ukrainienne, mais d'autres peuvent être à 2000 km de la frontière ukrainienne. Il y en a même en Sibérie ou dans le cercle arctique. Donc, effectivement, ce sont d'anciens hôtels, d'anciennes colonies de vacances ou d'anciens sanatoriums, mais ce n'est pas forcément des endroits très gais. Et le pouvoir ukrainien, lui, dit que les gens qui y sont envoyés disparaissent et qu'en fait, on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Bref, pour eux, c'est vraiment l'équivalent des goulags. Et j'ai donc demandé à mon ami comment se passaient ces déportations. Alors, il me dit que globalement, c'est pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire que tout le monde va d'abord passer par des camps dans le Donbass. Ce n'est pas la même chose que les camps russes. Ce sont des camps qui sont tenus par les séparatistes ukrainiens dans le Donbass. Et le but de ces camps, c'est de filtrer en fait les pro-russes et puis les pro-Ukraine. C'est-à-dire éviter d'avoir des éléments trop pro-Ukraine qui passent en Russie. Et donc, il y a un filtre qui se fait. Et les témoignages sont après assez différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont allés dans des chambres d'hôtel, qui ont loué eux-mêmes des chambres d'hôtel pendant le processus de filtration. Et puis, il y en a d'autres qui étaient sous la tente. Et c'est vrai que pour ceux qui étaient sous la tente à l'intérieur des camps, la vie semble assez dure. C'est-à-dire qu'il y a peu, voire très peu à manger et il y a des gros problèmes de dysenterie. Mais enfin, tous ceux qui ont suivi ce processus et qui peuvent encore témoigner, en tout cas d'après mon ami, disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que le téléphone va être filtré de fond en comble, on va vérifier tous les appels, tous les SMS, bref, toutes les informations qui sont contenues dans le téléphone. Et puis, il y a des interrogatoires très longs de plusieurs heures. Et tous disent que les conditions sont quand même
extrêmement limite. Bon, en même temps, on est dans un pays en guerre. On ne peut pas s'attendre non plus à y vivre comme à Paris. Bref, toute cette population ukrainienne déplacée passe par le Donbass, dans lesquels on vérifie que ce ne sont pas des combattants ukrainiens qui passent en Russie. Et les conditions de vie sont assez dures dans ces camps et il y a une véritable pression psychologique et physique. Et il y a effectivement pas mal de disparitions. On leur donne le choix entre rester à Mariupol sous les bombes dans des caves où il n'y a pas d'eau et pas de nourriture ou aller en Russie. Donc généralement, ils choisissent la Russie. Une fois qu'ils ont passé le camp, le choix pour eux, c'est s'ils connaissent du monde ou s'ils ont de la famille, aller vivre dans les familles russes le long de la frontière ou alors monter dans des bus et partir dans les fameux camps dont je vous parlais. Et quand ils montent dans les bus, a priori, ils ne savent pas s'ils vont à l'autre bout de la Sibérie ou s'ils seront logés très proches de la frontière. Donc, il y a vraiment un saut dans le vide de leur part. Mais, a priori, ils ont le choix et ils n'ont pas l'obligation d'être déportés. Et ça, c'est un point très important à la fois pour l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. La Russie, elle, dit que finalement, la population, elle n'est pas obligée. Elle a tout à fait le choix entre rester en Ukraine ou partir en Russie. Personne ne leur braque un pistolet sur la tempe en leur disant « vous devez partir ». Et ça serait un crime de guerre. Mais les Ukrainiens et les Russes, eux, les Américains, eux, ont une autre interprétation. Ils disent effectivement, personne ne braque un pistolet sur la tempe des Ukrainiens pour qu'ils passent en Russie. Mais en fait, la Russie met une telle pression sur l'Ukraine, elle met une telle condition de vie sur les Ukrainiens qu'ils sont obligés de partir. Donc on est vraiment dans le cas d'une déportation, ce qui est un crime de guerre. Et c'est là que tout se joue dans l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Mais pour ne pas rester sur ces problèmes juridiques, j'ai demandé à Paul ce qui se passait une fois que les Ukrainiens arrivaient en Russie. Une fois qu'ils étaient dans ces camps, dans ces hôtels, ces sanatoriums, ces anciennes colonies de vacances, quels qu'ils devenaient? Est-ce qu'on avait des nouvelles? Parce que d'après le Washington Post, c'était une catastrophe. Les gens y étaient presque torturés, ils vivaient dans des conditions horribles. Paul m'a dit que ce n'était pas totalement la réalité. En fait, d'après lui, les conditions de vie dans ces lieux qu'on appelle des TAP, les conditions de vie étaient assez dures. On y mangeait mal et l'hygiène était limite. Par contre, les Ukrainiens avaient tout à fait la possibilité de quitter ces endroits. Et donc, ils pouvaient tout à fait passer dans d'autres pays. Et il me citait l'exemple de membres de sa famille qui avaient été dans des TAP proches de la frontière estonienne et qui avaient tout simplement pris un taxi pour retourner en Estonie. Ils ne sont pas du tout enfermés dans les camps. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui sont envoyés dans des TAP en Sibérie, la distance, elle devient beaucoup trop longue pour pouvoir quitter la Russie. Et d'ailleurs, toute cette partie de la population ukrainienne qui part dans des régions extrêmement éloignées, on se demande ce qu'elle devient et pourquoi la Russie les envoie aussi loin. Mais enfin, tous les rapports qu'on a montrent que, a priori, les TAP, ce sont des lieux dont on peut sortir sans grande difficulté et que, en fait, même si les conditions de vie ne sont pas très bonnes, on a la possibilité d'en sortir. En dehors de certains témoignages qui disent que dans certains TAP, c'est très difficile et les gens sont surveillés. Mais là, on ne sait pas trop si ce sont les responsables des TAP qui prennent leur travail un peu trop au sérieux et qui pensent qu'ils sont chargés de surveiller les Ukrainiens, ou si c'est une volonté du gouvernement russe. A priori, ça ne devrait pas être une volonté du gouvernement russe parce qu'on voit que ces conditions de vie presque de prisonniers, elles n'est liée qu'à très peu de TAP et que, en général, les gens semblent avoir la possibilité de circuler et que certains même trouvent des emplois et que ce ne sont pas du tout des emplois forcés. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de trouver un emploi dans la région s'ils le souhaitent. Alors, de toute manière, c'est extrêmement difficile parce que si on a installé un TAP dans un ancien hôtel dans une région, c'est parce que la région est en pleine déconfiture et que la population russe qui y est a décidé de la quitter parce qu'il n'y avait pas assez d'emplois. Du coup, ils arrivent là dans un hôtel, un ancien hôtel désaffecté,
mais effectivement, pour trouver un emploi, c'est quasiment impossible. Mais ils ont la possibilité d'en trouver un s'ils le peuvent et surtout s'ils le veulent. Et là, on voit qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui arrive à ces Ukrainiens qui partent. Que les témoignages que l'on a des Ukrainiens qui ont vécu dans des TAP et sont finalement assez différentes de ce que nous disent les grands médias comme le Washington Post. Et que donc, finalement, il y a plus une bataille de communication entre la Russie d'un côté, l'Ukraine et les États-Unis de l'autre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'on verrait la CIA nous mentir pour déclencher une guerre ou pour soutenir une guerre. Il y a une vidéo de Top Tortue, je vous mets un lien dans la description quelque part, où l'on parle notamment de 4 mensonges de la CIA qui ont déclenché des guerres. Donc c'est quelque chose auquel on est assez habitué. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une bataille de communication entre l'Ukraine et la CIA, le Pentagone, bref, les États-Unis d'un côté, qui veulent nous faire croire qu'il y a des sortes de goulags, des camps d'extermination en Russie, et la Russie de l'autre côté qui veut nous faire croire que les Ukrainiens sont à la limite d'être en vacances chez eux? Ou est-ce que vous pensez que l'un des deux camps a raison et qu'effectivement il se passe des choses horribles en Russie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: le ridicule ne tue pas, sinon je serais déjà mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.